Bonjour, et je suis Jean-Loup Crétin, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui je vais vous parler de la conscience. Mais lorsque l'on parle de la conscience, il faut faire attention car il y a des sens différents à ce mot et s'il y a un seul mot avec des sens différents, cela peut entraîner de la confusion. Aussi pour clarifier, je vais préciser deux sens principaux que je vois à ce mot. Alors, le premier sens, c'est la conscience analytique matérielle. C'est la perception par notre cerveau de notre propre existence et de l'existence du monde qui nous entoure. Le deuxième sens, c'est la perception non matérielle. On peut aussi l'appeler âme, lumière intérieure, principe d'existence spirituelle. On peut la nommer comme on veut, pour ceux qui croient bien sûr en cette conscience non matérielle. Alors, cette conscience matérielle perçoit l'existence matérielle, mais elle perçoit aussi son existence spirituelle non matérielle et le monde non matériel. Alors, cette conscience non matérielle existe-t-elle? Et si elle existe, peut-on le prouver? Aussi, je vous propose de balayer 5 éléments de preuve de son existence. Alors, pour la première preuve, en tant qu'ingénieur arts et métiers de formation, j'ai cherché des réponses dans la science. Et la réponse qui m'est apparue la plus probante, c'est la compréhension de notre monde par la physique quantique. Alors, rassurez-vous, je veux faire simple. Et pour cela, je vais vous parler d'une expérience qui s'appelle l'expérience des fentes Jung. Alors, dans cette expérience, on envoie des photons en direction d'une plaque dans laquelle il y a deux fentes. Alors, les photons, ce sont les particules support de la lumière. Ce qui veut dire que lorsque vous voyez quelque chose, des photons ont touché la rétine de votre œil. Donc, dans l'expérience des fentes Jung, on envoie donc des photons vers une plaque où il y a deux fentes, et ensuite, comme s'il y avait deux vagues issues de chaque fente, on constate que se projette sur un écran après cette plaque où il y a deux fentes des raies d'interférence, c'est-à-dire un ensemble de traits parallèles, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair. Maintenant, si on observe par quelle fente passent les photons, bien sûr sans intervenir sur leur trajet, on ne fait qu'observer. On constate dans ce cas que se projette sur l'écran après la plaque percée de deux fentes, on constate uniquement deux raies. Si maintenant on revient à une expérience où on n'observe plus, on constate à nouveau qu'il y a des raies d'interférence. Et que, en fin de compte, c'est l'observation qui modifie le comportement de la matière. Alors, en physique quantique, cela donne les informations sur la matière qui s'expriment de la manière suivante. Les particules sont dans une probabilité d'état et c'est l'observation qui définit leur état. La matière n'est pas définie en dehors de l'observation et cela montre donc l'action de l'observation, de la conscience, sur la matière. Alors, certains d'entre vous connaissant peut-être pas très bien la physique quantique, j'aimerais citer 5 prix Nobel. Alors, le premier, Max Planck, qui a été prix Nobel en 1918, ayant consacré toute ma vie à la science, la plus rationnelle qui soit, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules
et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous partons, tout ce que nous voyons comme existant, suppose la conscience. Niels Bohr, prix Nobel en 1922. Le bon sens qui voudrait que les objets existent de manière objective, indépendamment de notre observation, devient obsolète lorsque l'on considère la mécanique quantique. Werner Heisenberg, prix Nobel en 1932. Les atomes ou les particules élémentaires elles-mêmes ne sont pas réelles. Elles forment un monde de potentialités ou possibilités, plutôt que des choses ou des faits. Erwin Schrödinger, prix Nobel en 1933. La conscience ne peut être décrite en termes physiques, car la conscience est absolument fondamentale. Enfin, Eugène Wigner, prix Nobel en 1963. L'étude du monde objectif nous mène à la conclusion que le contenu de la conscience est l'ultime réalité. Le deuxième élément de preuve, c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui s'exprime en termes physiques par une valeur qui s'appelle l'entropie, et l'entropie, lors d'une transformation matérielle, ne peut que croître. Et la croissance de l'entropie indique que les systèmes matériels vont vers un état de désordre croissant et que cette transformation est irréversible. Par exemple, si on prend la superposition de pierres empilées, si elles tombent au sol dans un système moins organisé, l'énergie potentielle s'est transformée en chaleur, l'entropie augmente. Et cette transformation est bien sûr irréversible. Si je prends un autre exemple, je prends un bac d'eau, séparé en deux par une cloison. D'un côté, il y a de l'eau colorée en rouge, et de l'autre côté, de l'eau claire. Si on enlève la cloison, l'eau progressivement va se mélanger, l'eau va devenir globalement rose, et le système est donc devenu un système moins organisé, et l'entropie de ce système a donc augmenté. Et bien sûr, cette transformation est irréversible. On peut attendre des milliers d'années, jamais on ne reverra apparaître d'un côté l'eau rouge et de l'autre côté l'eau transparente. Alors, on peut se poser la question, si on considère le système matériel qui est la Terre dans son environnement planétaire, comment la Terre, à partir d'un tas de cailloux au moment de sa création matérielle, comment on en est venu à un système de plus en plus organisé, avec l'apparition des plantes, des hommes et des animaux. Et on peut se poser la question, compte tenu du deuxième principe de la thermodynamique, comment ce système est devenu de plus en plus organisé. Alors, certains pensent que c'est le hasard, bien que les systèmes matériels vont vers des états de désordre croissant. On peut aussi proposer que c'est la conscience non matérielle qui a une action sur la matière et peut l'organiser, ou toute autre proposition, bien sûr. Le troisième élément de preuve, ce sont les expériences de mort imminente, ou EMI, initiale de expérience de mort imminente. NDE en anglais, Near Death Experiences. Alors là, il y a des centaines de récits factuels de personnes qui ont décrit, par exemple, lors d'opérations chirurgicales, qu'elles se sont vues en dehors de leur corps et observé ce qui se passait dans la pièce d'opération, voire même, dans certains cas, elles se sont vues sortir de la pièce d'opération et ont vu des choses qu'elles ont décrites après, lorsqu'elles sont revenues à leur conscience. Elles ont décrit donc des événements qu'elles n'auraient jamais pu voir si elles étaient restées dans leur corps. Donc ça ne peut pas être une projection du cerveau, une interprétation
ou des hallucinations. Les faits qu'elles ont décrits, elles ne pouvaient pas les voir. Et elles ont aussi constaté que lors de la sortie de leur corps, elles conservaient toute leur capacité d'observation, elles entendaient et elles conservaient leur mémoire. Le quatrième élément de preuve, ce sont les sorties de la conscience hors du corps, ou en initiale de SHC, sortie hors du corps. OBE en anglais, Out of Body Experiences. Alors, j'aimerais vous relater les travaux de l'Institut suisse des sciences noétiques, qui se situe à Genève. Alors, une personne est dans une pièce A. Un ordinateur est situé dans une pièce B, qui est fermée à clé. Et cet ordinateur projette aléatoirement parmi 400 images, donc une seule image sur un écran. Alors, dans la pièce voisine, la personne sort son corps, va donc dans la pièce d'à côté, qui est fermée à clé, observe l'image projetée sur l'écran, revient dans son corps, et là, l'ordinateur lui propose 20 images au hasard, dont celle qui a été projetée, et là, la personne répond l'image qu'elle a vue. Dans ces cas, lorsque la personne dit qu'elle est effectivement allée dans la pièce à côté et a vu une image et a répondu, il y a 100% de réussite. Le cinquième élément de preuve que je souhaitais vous présenter, ce sont les personnes qui décrivent leur vie antérieure. Alors là, il y a des milliers et des milliers de récits où des personnes décrivent qu'elles étaient à un moment donné une autre personne dans une vie passée, décrivent ce qui leur est arrivé, décrivent des faits, décrivent des lieux. Et dans beaucoup de cas, il leur était absolument impossible d'avoir ces connaissances, soit parce qu'elles habitaient très très loin, soit parce qu'elles avaient jamais ni lu ni vu ou parlé à des personnes qui avaient pu vivre à ces moments-là. Et lorsque l'on note ce que ces personnes disent et qu'ensuite on va vérifier effectivement si c'était possible, on constate que c'est exact. Alors que manifestement, prenons l'exemple d'enfants en Inde qui décrivaient des situations qui étaient très éloignées, donc elles n'avaient jamais quitté leur village, elles n'avaient jamais connu dans le passé des personnes qui avaient vécu ou connu ces personnes, et donc cela prouve l'existence de vie antérieure, si ces récits bien sûr sont exacts. Alors, on peut se poser la question, si notre conscience non matérielle est capable de sortir dans notre corps, de passer d'un corps matériel dans un autre corps matériel au cours du temps, tout en gardant ses perceptions, ses mémoires, on peut effectivement se demander si cette conscience matérielle n'est pas ce que nous sommes réellement, durablement, véritablement. Je vous remercie de votre attention.